Alors moi, j'ai fait diplomatie et affaires étrangères avec, option Moyen-Orient et Afrique. Mais ça, encore une fois, OK, là, je vais rebondir là-dessus parce qu'à part, je suis sorti de l'ILERI, j'ai trouvé ce master, bref, et à part pour l'article que j'ai écrit récemment pour l'IRIS, parce que comme l'observatoire est payé par le ministère des Armées, ils doivent toujours faire attention à qui rentre, j'ai jamais eu à envoyer de CV, en fait. D'où l'importance du réseau. C'est-à-dire que mon master, belle ligne, hein, sur le CV, mais est-ce que c'est une ligne à 15 000 pounds? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Sympa, vie étudiante, Londres, et cetera. Mais ouais, je pense que ce qui a marché pour moi en tout cas, hein, c'est beaucoup plus les expériences, toujours être curieux, c'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous faisiez un stage ensuite, je sais pas, dans la défense, la géopo, et cetera. Toujours regarder à Paris ou autre part où vous seriez, s'il y a des conférences cette semaine, s'il y a des networking, s'il y a des... Pour moi, c'est ce qui a marché le plus. Alors ensuite, je suis resté grâce à ce master parce que j'avais l'ILERI avant, hein, mais voilà. À partir de ça, c'est plus la formation académique formidable pour ensuite pouvoir écrire et se fonder une base intellectuelle. Mais je dirais que sur, on va dire, voilà, donc 2014, j'ai commencé à étudier, donc il y a 11 ans. C'est pas les choses qui m'ont, je pense, hein, euh, amené le plus, cette ligne-là. Tout à l'heure, quand on parlait de l'exploitation en zombie et en réactif, tu avais parlé de pièges des temps vélos. Ju- Juste pour vous interrompre, vous voulez bien juste vous présenter, puis c'est toujours sympa de connaître le nom des gens, donc on sait que c'est Dorcas, mais vous, c'est qui? Je m'appelle Joannelle Jeanne, merci, écoute, Connery super. et vous aviez parlé de piège 2.0, pas 2.0. Parce que le 1.0, il a déjà eu lieu. Et 2.0, parce que si en fait, quand la majorité de l'industrie minière aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, c'est ce qu'on appelle un modèle extractiviste. Vous êtes une entreprise française ou chinoise, vous arrivez avec vos copains qui sont dans la construction, vos copains qui sont dans le forage, vous trouvez un gisement, vous l'exploitez et vous ramenez tout à la maison. Et donc le pillage, c'est un terme un peu fort, mais à un moment, il faut l'utiliser parce que tant qu'il n'y a pas de transformation et de bénéficiation locale, vous regardez par exemple, je ne sais pas si ça se dit bénéficiation, mais de bénéfices pour les locaux, quand vous regardez le potentiel géologique de la RDC, c'est pas un pays qui est censé avoir 80 sur 100 millions des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce pays, le surnom ce qu'on lui donne, c'est le scandale géologique. Ils ont assez même d'or, de diamants, de cuivre, de lithium, etc., sans parler des ressources en eau et en agriculture, pour nourrir, entre guillemets, tous les besoins du monde entier. Donc, le fait que ça ne se fasse pas transformer et que les gens sur place n'en bénéficient pas, c'est à peu près ça que j'entends par le risque de pillage 2.0. Et puis 2.0, c'est aussi par rapport au lien que vous faites à ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez utiliser les minerais qui partent. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont donc surtout des terres rares, et comme l'expliquait Alex, ces terres rares, vous allez les utiliser pour quoi? Ben, pour l'informatique. Et l'informatique, c'est le 2.0. Moi, souvent, je me dis cette question parce que pour moi, ce n'est pas du piège 2.0. Pour moi, c'est simplement la continuité des enseignes. C'est ça que pour moi, c'est une sorte de propriété des grandes projets. C'est des nouveaux acteurs aussi. Ouais. Non, mais je vois ce que vous voulez dire et c'est assez pertinent. C'est juste que là, ce 2.0, il fait référence à l'Ouest arrive avec leur projet qui est censé bénéficier à tout le monde, alors qu'au final, quand on lit un petit peu entre les lignes, ça va être 2.0 par rapport à ce qui était fait avant. Ça va pas vraiment changer. Donc ça va, oui, être en effet juste une continuité d'un modèle extractiviste qui existe du coup depuis 150 ans, quoi, dans cet aspect-là. Vous allez conserver Tania. Et j'avais une question, de parler d'une grande question, c'est pas l'unité de l'Europe. Mais il y a même qui vient en tête, c'est la Russie. Oui. Moi, je n'entends pas forcément du tout parler par rapport à ça. On a beaucoup de choses à parler avec le détail de la propre Mali et le camp militaire que la terre. Par rapport à sinon, on dit on en parle. Ouais, absolument. Alors la Russie, c'est un petit peu ce que j'appelle des minerais contre des armes. C'est-à-dire qu'ils sont, de par Wagner, donc maintenant Africa Corps, ils assurent la sécurité de gouvernements
c'est officieux de temps en temps, hein, mais c'est clair qu'ils ont été vus en Centrafrique, c'est clair qu'ils ont été vus au Mali, en échange de concessions et de ressources. Eux, ce sera pas des giga-investissements ou des choses qu'on peut retrouver facilement dans la littérature. Ce sera beaucoup plus, hem, des deals faits avec des juntes militaires pour, s'assurer au final que la junte militaire reste au pouvoir et en échange, on sait par exemple qu'au Mali ou au Burkina, il y a des paramilitaires d'Africa Corps qui sont juste à côté des mines artisanales pour prendre contrôle, en fait, de ces ressources et se payer eux-mêmes comme ça. Moi, quand j'étais reporter, j'avais interviewé une société d'exploration minière canadienne, à côté de pas trop loin de Ouagadougou et en fait, 6 mois après qu'on ait fait l'interview, je lui envoie le transcript pour lui dire: Est-ce que tu es content avec ce qu'on a écrit?» Il a dit: «Alex, publie rien, j'ai reçu une lettre, du gouvernement burkinabé, il a donné mes concessions à des Russes, je suis en dehors du pays, quoi». Donc c'est beaucoup plus, transactionnel pour les intérêts, encore une fois de Africa Corps, qui rentre en plus dans le vide sécuritaire qu'on a fait en retirant les forces militaires. Non pas que je sois un expert là-dedans, mais ça se voit vraiment, l'influence russe grandissante en Afrique de l'Ouest. Pareil en Centrafrique, un peu moins en RDC, en Zambie, mais encore une fois, la taille des investissements de la Russie, du moins ceux légaux, c'est pas vraiment comparable avec des pays comme la Chine et les États-Unis. Eux, c'est vraiment plus au niveau micro pour assurer leur guerre d'influence, leur guerre un petit peu de soft power diplomatie, et se payer via la majorité, ça doit être, enfin c'est les ressources qui viennent des mines artisanales, donc de l'or principalement. Des questions. Par rapport mine de Kudas, mais c'est Mmh. enfin, quel est l'impact, enfin, quel est l'impact de la Chine? Ce qu'il en pense de la situation à l'ABC? On voit qu'il y a Mmh. de mal. Quand c'est pas leur rendu, c'est ce qu'ils agissent, c'est ce qu'ils réagissent. Alors, très intéressant. En fait, je pense que ce qu'on oublie de voir parfois, c'est la taille de la RDC. Alors c'est vraiment, vraiment géant. Ce qui se passe au nord, au sud Kivu, à Goma, et cetera, en gros, donc pour vous, pardon, c'est là où le cobalt et le cuivre, c'est là. C'est comme en fait, quand tout le monde avait peur des djihadistes au Mali, et cetera. Bon, la région de Mopti par rapport à la région où il y a l'or, il y a quasiment 2000 kilomètres. Donc, le cobalt et le cuivre sont dans les régions de Katanga et de Lualaba, qui sont voilà, des régions historiquement minières où il n'y a pas, à part le crime qu'il y aurait dans n'importe quel autre pays au monde, hein, il n'y a pas de menace type M23, type djihadiste, type armée supportée par le Rwanda, et cetera. Ce qu'il y a dans cette région-là, ce sont les 3 T, donc étain, en français, pardon, étain, tungstène et tantal, du coup. Ce sont les terres rares, ce sont de l'or et ce sont des diamants. Ou ce sont historiquement plutôt ce qu'on appelle des mineurs artisanaux. Donc voilà, vous imaginez un petit peu, imaginez-vous à quoi ça ressemble une mine avec une famille qui va et tout. Voilà, c'est pas industrialisé comme ça. Et c'est pas forcément des opérateurs chinois qui opèrent dans la région. C'est beaucoup plus des petites sociétés privées. Il y a une grosse boîte qui est listée à Joburg et à Toronto qui s'appelle Alphamine. Eux, c'est voilà, vraiment les exploitants de 3T. Mais c'est pas. En ce qui concerne la production de cuivre et de cobalt, à part ce qu'on peut lire dans les news qui est vraiment. Ça fait peur, quoi. Mais ça impacte pas pour l'instant directement le défi sécuritaire, la production de cuivre et cobalt, que ce soit des opérations des Canadiens ou des Chinois. Mais extérieur, vous avez parlé des territoires et des schémas par rapport à l'Israël. Mais c'était légal, la relation elle est illégale. Comment c'était? Ah bah ça c'est une bonne question, mais l'exploitation, donc par exemple le Rwanda, énormément des minéraux qui arrivent chez eux sont pris de manière illégale en Kivu, en RDC. Et d'ailleurs l'UE, on en parlait aussi tout à l'heure, l'UE sont un petit peu dans la. C'est-à-dire, ils sont pas bien, quoi, parce qu'on a signé un deal avec les Rwandais il y a assez longtemps, parce qu'ils ont des terres rares, ils ont du coltan, et cetera, dont on a besoin pour le téléphone.
mais c'est très difficile à voir, en fait. Il y a tellement de mouvements entre les frontières, de minerais que c'est quasiment impossible à traquer. Apple avait pendant un temps arrêté leurs imports de cobalt qui venaient de RDC parce qu'ils trouvaient que la majorité venait de artisanal, quoi. Artisanal et small scale miners. Mais ensuite aussi là-bas, il y a tout ce qui est, c'est fondu parfois dans le deal des armes, c'est fondu dans le deal même des personnes ou des biens. Donc, c'est vraiment assez compliqué d'avoir une traçabilité d'où vient le minerai. Et c'est l'un des grands défis, hein, pour n'importe quoi. Je travaille également avec un, un entrepreneur américain qui, lui, a créé une blockchain pour essayer de donner une identité à chaque diamant qui arrive d'Afrique. Parce que bon, les blood diamonds, voilà, c'est quand même, c'est dark, hein, le business des diamants. Donc, ils essayent, voilà, à chaque fois qu'un diamant sort d'une mine, pouvoir tracer pour que quand vous l'avez ici ou vous l'avez là, vous sachiez que ça a été sorti de la terre de manière éthique. Mais c'est parce qu'on parle de quantité astronomique, en fait, de tonnes de matériaux. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, avec le prix de l'or, c'est économiquement intéressant de miner 0 gramme par tonne. Donc une tonne d'énormes cailloux pour un ongle d'or, quoi. Donc vous imaginez quand les camions ils partent, entre guillemets, j'essaie vraiment de faire le plus simple possible, mais le camion il part de la RDC jusqu'au Rwanda, ça va être très dur de voir ce qui dedans est illégal ou non, quoi. Donc ouais, c'est vraiment c'est destructeur, hein, Je vous redonne volontiers la parole, Zoé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, il me semble. Voilà. À vous, puis on revient vers vous. Oui, j'ai dit que la prononciation c'est Obi Ndaye Sanglé, quelle sera selon vous la mémoire de la collaboration était chapeauté par la Chine, Ouais. je n'ai été pour l'habitude que la Chine dans le post-Covid et dans la Très bonne question. Moi, je pense quand même que de par la simple quantité, en fait, d'échanges commerciaux entre Pékin et les autres pays de Sud-Sud, l'avenir, il est pas menacé, je dirais. Pour l'instant, encore une fois, le Lobito Corridor, ça fait beaucoup de news parce que c'est une initiative de taille envers énormément que Pékin a déjà fait. Et puis même aujourd'hui, comme on l'avait dit un moment durant le podcast, c'est le partenaire économique privilégié des pays en voie de développement parce que leurs conditions de prêt et leurs conditions de faire des affaires, entre guillemets, sont beaucoup moins contraignantes pour leurs partenaires des pays du Sud que l'Europe ou Washington. Donc je pense que même si voilà, leurs investissements sont un petit peu baissés sur les mois passés, parce que leur économie à eux, leur monnaie à eux, mais voilà, le fait encore une fois que tous les présidents africains étaient au forum sino-africain en septembre, et puis cette repromesse d'investissement, je pense pas que malgré un léger ralentissement, structurellement et dans le fond, ça veut dire que cette relation soit en danger. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il vous c'est plus en fait comme militaire là avec le pas elle est pas de quoi vivre j'ai Mhm. Ok, absolument. Alors, la majorité des États africains ont signé des accords bilatéraux par rapport à leurs minerais, avec, même depuis récemment, des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats, la Russie, la Chine, euh, l'Europe, pour en fait échanger des minerais et contribuer en échange au développement économique et à des investissements dans tout ce qui est militaire. Le lien entre développement de l'industrie minière et développement de l'industrie de la défense, bon, il n'est pas non plus si évident que ça, je pense. Il y a des choses qui sont assez évidentes, comme par exemple euh, le tantal et les terres rares, on en a besoin pour faire des fighter jets. C'est ce qui résiste le mieux à un niveau de chaleur très élevé, aux moteurs à combustion, etc. Donc forcément, ils ont des accords privilégiés, les pays qui sont forts dans ces ressources-là, avec des partenaires qui en sont 100% dépendants.
type les États-Unis. Euh, mais en ce qui concerne les accords des pays africains avec leur défense, à part ceux dont j'ai mentionné plutôt un petit peu, euh, un petit peu obscurs, on va dire, entre Africa Corps et les États africains, je pense qu'ensuite, on a tous vu, voilà, il y a un changement de tendance au Sahel, quoi, tout à fait. Il y a plus la force armée, il y a plus G5, il y a plus Barkhane. Maintenant, c'est beaucoup plus une gestion qui est faite par les juntes militaires et par des contracteurs privés, parfois Africa Corps, parfois d'autres gens, mais ils gèrent ça vraiment au niveau local, qui fait que dans certaines parties, par exemple du Burkina, bon, on sort 30 minutes en voiture de Ouagadougou, bon, peut-être pas 30 minutes, mais on va dire 1 heure, c'est plus forcément le gouvernement qui est au contrôle, quoi. Pareil parfois au Mali, dans certaines zones avec les Touaregs. Donc, voilà, certains États ont besoin de l'argent étranger pour leur défense, et parfois ils hésitent pas à échanger leurs ressources géologiques, on va dire, pour sécuriser ces deals. Mais c'est impossible de généraliser, je pense. C'est vraiment chaque État a sa propre dynamique. On revient vers vous, Zoé. Et nous, il y a un impact environnemental des terres. Est-ce que les pilotes n'en passent pas? Ouais, donc impact environnemental élevé, pour dire la moindre des choses. Et est-ce qu'ils ont mis des solutions? Oui. Alors, encore une fois, la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, ils en sont à l'étape où ils ont besoin des minéraux pour l'industrialisation, le fer. Nous, par exemple, si on prend la France, etc., on dit non, 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 les minéraux critiques, ce sont le lithium, le cobalt, etc., parce qu'on en a besoin pour les téléphones, pour les véhicules électriques. Mais la réalité est que pour le développement de ces pays-là dont on parle, il faut miner plus. C'est A plus B, quoi. Ou alors, il faut les faire venir d'autre part, mais les minéraux de l'industrialisation, ils sont déjà là. Et donc, il y a beaucoup de directives qui ont été prises pour que ça se fasse pas au détriment de l'environnement et pas au détriment des sociétés qui seront directement impactées. Encore une fois, il y a une espèce de quiproquo et de quasi hypocrisie des pays de l'Ouest où on va dire oui, mais là, faut pas polluer, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Oui, mais les pays de l'Ouest, ils ont déjà connu leur période d'industrialisation. Les pays africains, ils ont bien raison, ils disent ah non, mais les gars, c'est notre tour, hein. Vous pouvez pas nous dire avec vos normes, vos trucs ESG, machin chouette, comment faire les choses. Donc il faut trouver un juste équilibre entre arriver à investir et industrialiser à temps et le faire de manière qui soit environnementalement responsable parce que c'est possible. Il y a aujourd'hui euh, au Canada, il y a des mines qui sont net zéro, quoi. Elles produisent, enfin, par rapport à ce qu'elles produisent en carbone, par rapport à ce qu'elles offset, on arrive à un net zéro. Euh, mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment économique et social d'un pays comme la RDC, parce que c'est ça dont ils ont besoin en tout premier lieu, quoi. Pas de problème. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des pensions, parce qu'il y a des unités dans le forum, parce qu'ils naissent bien, et sinon, voilà. Ouais. Attends, mais du coup, s'il y a des exemples concrets de pays africains qui ont réussi à transformer les États-Unis sur ressources en un véritable musée de développement économique, parce que ça, c'est beaucoup d'économies Ouais. déclarées, beaucoup. Oui, j'ai compris. En fait, le plus grand exemple d'un pays qui a eu du succès là-dedans, c'est l'Afrique du Sud. Mais encore une fois, eux, ils ont une industrie minière, oil and gas, énergétique depuis genre 150 ans. Pardon? Le Rwanda aussi. Ils sont un très bon exemple, particulièrement sur la transformation, sur les terres rares, sur le cobalt. L'Afrique du Sud, voilà, c'est vraiment parce qu'ils ont également le charbon, quoi. Donc forcément, ça y aide énormément. Il y a des exemples. Vous regardez même je sais pas moi, j'ai envie de prendre un exemple un peu différent. J'ai l'impression que je dis toujours le même pays. Parce que finalement, bon, il y a toujours une question de redistribution, hein. Et je pense que c'est vraiment la question majeure. Donc c'est une très bonne question. Mais derrière, est-ce que finalement, même s'il y a des problèmes de redistribution, on peut parler du Nigeria, on peut pas un peu parler
Donc, même d'ailleurs à une époque, mais un petit moment de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il n'y a pas là aussi des exemples de développement du Gabon? Gabon, ouais, Ouais. absolument. Donc, Gabon, c'est un bon exemple. Ils ont deuxième plus gros producteur de manganèse. Eramet y est depuis longtemps. Plein de boîtes gabonaises y sont aussi depuis longtemps. Et ça contribue, encore une fois, à avoir un socle économique assez fort, parce qu'en fait, c'est une industrie qui emploie énormément de gens. Donc, ils ont un bon succès là-dessus. Je pense la Guinée aussi, la Guinée-Conakry, malgré le fait que ce soit bon, depuis maintenant 3 ans, hein, une junte militaire au pouvoir, les projets avancent. Et quand vous allez à Conakry, par exemple, bon, bah, c'est Rio Tinto, c'est WCS, c'est le gros projet Simandou. C'est vraiment un moteur économique et ça peut être vraiment très bien redistribué. Mozambique aussi. Su Rwanda, moi, dans l'industrie, c'était des émigrants, on a pas majeur quand même, RDC avec, enfin, ils sont quand même présents dans ce qui est un terrain de direct. Moi, j'espérais pas. Là, vous avez 2 minutes, vous allez mettre 10 minutes, mais les Rwandais, c'est un peu étonnant parce qu'ils ont peut-être réussi économiquement en prenant comme un USB. Oui, mais là, c'est plus pour le développement économique. Là, c'est un air de la guerre, en fait. C'est, En fait, pardon de vous interrompre, mais vous confondez, me semble-t-il, le développement économique et puis finalement la réelle politique des nations. C'est aussi parce que le Rwanda a pu se développer économiquement que derrière, il peut réalistement, alors que il est vraiment minuscule hein, par rapport à la République démocratique du Congo, avoir un impact aussi fort sur son voisin. C'est parce qu'il a les moyens économiques de le faire que derrière, il a les moyens militaires. ouais. Moi, je m'appelle Amayed en Master Arts et j'avais une question concernant comment le projet mené des Simandé, qui est l'un des plus grands projets annuels au monde. Mhm. Et je voulais savoir, selon lui, quel impact géopolitique ça pourra avoir sur sur les joueurs, et notamment par rapport aux investisseurs étrangers. Après, c'est utilisé sur une boîte Anglo-australienne, ouais. Non, c'est super. Moi, j'étais à Simandou, enfin, c'est géant, hein, mais j'étais à Conakry justement pour ça, en octobre. Et c'est vrai que voilà, c'est 15 milliards de dollars sur un seul projet. C'est un projet qui a commencé il y a 20-25 ans. Il y a eu tellement d'histoires de corruption qu'ils n'ont pas donné le green light, entre guillemets, avant il y a 2 ans. Et malgré le fait que ce soit une junte militaire au pouvoir, la ligne directrice, c'est toujours faire avancer ce projet. Euh, En Guinée, on le voit bien, ça a créé tout un essor en fait parce qu'il y a le chemin de fer, il y a le port et puis il y a la montagne de Simandou qui est j'avais un fun fact en plus là-dessus mais je l'ai oublié. Mais je crois qu'il y a assez de fer pour faire, 500 000 tours Eiffel ou 500 millions, un truc. Il y a beaucoup, beaucoup de fer quoi dans cette montagne. Donc voilà, ça développe vraiment, toute l'industrie, minière et de fer. Mais le problème avec Simandou que j'ai, hem c'est le fait que l'opérateur principal, c'est WCS, donc le Winning Consortium, 50-50 JV avec Rio Tinto, mais sur la mine, c'est eux qui opèrent principalement. Classique. Et quand c'est un très bon exemple, Rio Tinto, d'un opérateur chinois qui vient et qui ne participe pas vraiment, en plus de ce que le carnet de mission lui demande de faire, au développement local. C'est-à-dire que, si on va boire un coup après, je vais vous montrer des photos absolument fascinantes j'étais au bureau à WCS pour un meeting avec le directeur. Les mouchoirs viennent de Chine, les bouteilles d'eau sont importées de Chine, l'art est importé de Chine, les employés sont importés de Chine. Le truc pour les mains, là, savon, savon, tout vraiment, en fait. Et quand vous y arrivez à Conakry, voilà, ça ressemble à ces Conakry. Et vous arrivez aux locaux de WCS et c'est une ville dans la ville. Et pour moi, c'est extrêmement symbolique d'un projet qui aurait pu donner des jobs à des milliers de personnes en plus, mais de par la manière dont ils font du business, ce sera quand même assez restreint. Ce sera quand même assez restreint. Mais bon, pour le développement de la Guinée, de toute façon, enfin, en Afrique, c'est le single projet avec le plus gros d'investissement. C'est 15 milliards, ça va changer un petit peu la face du golfe de Guinée aussi. Et enfin bref, c'est un projet assez excitant, ouais, tout à fait. Justement, oui.
Séance, ben, ce qui est préférable pour les pays africains, ce n'était pas de tout continuer, c'est-à-dire c'était par, par la Chine ou par les pays occidentaux, mais c'était d'eux-mêmes investir dans leur Mhm. vie, etc. Mhm. Finalement, je ne pensais pas que c'était plutôt l'origine de conflits, notamment avec les pays occidentaux qui vivent la Chine et les traités, et par rapport à la stabilité qu'elle a au niveau de l'Africain. Ah, bien sûr. Mais et si ça avait été si facile, ce serait fait depuis longtemps. Encore une fois, pour faire un plug à l'époque où j'étais reporter, j'avais interviewé le ministre des Mines de Zambie, Paul Kabuswe, qui déjà, interview en 2022, avait dit on va investir beaucoup plus dans la transformation, dans le secteur tertiaire, dans les... Il n'y en a pas une depuis 3 ans. Il faut de l'argent, il faut du support, voilà, les balance sheets sont jamais vraiment très bonnes dans les pays, pour les gouvernements de ces pays-là. Et puis ensuite, c'est au risque de perdre potentiellement des partenaires globaux. Mais il faut trouver la manière de dire on peut maintenant négocier en position de force, on a ces minerais, vous en avez besoin pour votre industrialisation, et ça, on ne va pas reproduire le Scramble for Africa, comment dire, voilà, la ruée pour l'Afrique qu'il y a eu au 19e siècle. Parce qu'au final, c'est un risque que ça la reproduise. Si on n'arrive pas à transformer le cuivre, le cobalt et tout localement, c'est celui qui transforme en fait qui contrôle ces marchés.